Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons explorer une notion fascinante et fondamentale en physique et en thermodynamique, l'entropie. Cette fonction mystérieuse liée à la flèche du temps soulève bien des questions. Pourquoi les phénomènes que nous observons semblent-ils irréversibles? Pourquoi le temps s'écoule-t-il toujours dans une seule direction? Pour comprendre cela, prenons un exemple simple. Imaginons une enceinte calorifugée, c'est-à-dire qu'il est complètement isolé thermiquement de l'extérieur, dans laquelle nous avons un ressort relié à une masse. Le tout suspendu dans l'air. Lorsque cette masse oscille, il perd progressivement de l'énergie à cause des frottements de l'air et finit par s'arrêter. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, on sait que l'énergie totale dans cette enceinte reste constante. Donc on a une conservation de l'énergie totale. L'énergie mécanique de la masse est transformée en molécules d'air sous forme d'énergie interne, donc une chaleur. On pourrait écrire delta EM plus U est égal à 0, donc ce qui traduit une conservation totale de l'énergie. Les lois fondamentales de la physique, comme la mécanique et le premier principe de la thermodynamique, n'interdisent pas en théorie le scénario inverse, dans lequel les molécules d'air retransmettraient leur énergie interne à la masse, permettant à celle-ci de se remettre à spontanément osciller. Cependant, ce n'est pas ce que nous observons expérimentalement. Une fois que la masse s'arrête, il reste immobile de manière définitive. Pour expliquer cette observation, il faut introduire une nouvelle loi ou une nouvelle fonction qui prenne en compte cette irréversibilité des phénomènes physiques. Cette fonction appelée entropie, le fait que les molécules d'air se regroupent pour transmettre leur énergie à la masse et la faire osciller, est extrêmement improbable. Donc l'entropie est une notion fondamentalement statistique. Il y a une autre expérience très connue qui illustre l'irréversibilité des phénomènes. Donc si vous cassez un verre par exemple, il est impossible que ces morceaux se rassemblent spontanément pour reformer le verre. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la nature qui suit ses règles. Et ces règles sont gouvernées par l'entropie. Premièrement, on commence par énoncer le deuxième principe de la thermodynamique, ou l'entropie. Donc il existe de nombreux énoncés équivalents. Donc il y a le premier énoncé de Carnot, il y a l'énoncé de Thomson ou Lord Kelvin. Donc ici on va adopter l'énoncé qui est le plus utilisé en classe préparatoire par exemple, c'est l'énoncé de Prigogine. Donc Prigogine est un physicien russe, je crois. Donc l'énoncé de Prigogine en 1950. Donc à tout système thermodynamique est associée une fonction d'état, et cette fonction d'état est appelée S. Donc cette fonction d'état, elle est additive, extensive mais non conservative. Donc il n'est pas conservé comme par exemple l'énergie mécanique. L'énoncé de sa transformation, donc lors d'une transformation, la variation de l'entropie est égale à l'entropie échangée plus l'entropie créée. Avec, donc ici, S échangé, c'est l'intégrale de delta Q sur la température de l'extérieur. On va voir après que c'est la température de thermostat. Delta Q, c'est la variation de la chaleur. Et l'intégrale ici signifie qu'on intègre non seulement sur les parois, mais tout au long de la transformation. Ensuite, on a S créé. Donc S créé peut prendre deux valeurs, soit 0 ou soit une valeur qui est supérieure strictement à 0. Donc ça veut dire qu'on va écrire tout simplement S créé, il est toujours supérieur à 0. Et donc là, on a deux cas. Si la transformation est réversible, dans ce cas-là, S créé est égal à 0. Dans un autre cas, par exemple R réversible, S créé est strictement supérieur à 0. Donc là, c'est supérieur ou égal. Donc voilà, donc l'irréversibilité, c'est lorsque l'entropie créée par le système est supérieure strictement à 0.
Donc delta Q, c'est l'échange thermique entre le système, par exemple, et l'extérieur. Donc voilà l'énoncé de Prigogine. Alors maintenant, on va voir les conséquences de ce principe. Donc par exemple, si par exemple on a un système qui n'échange rien, donc si le système n'échange rien avec l'extérieur, bah dans ce cas-là, delta Q est égal à 0. Donc la chaleur est égale à 0. Et donc si Q est égal à 0, donc ça veut dire que delta S est égal à que S créé. Donc qui est toujours supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que l'entropie croît. Donc l'entropie croît jusqu'à une valeur stable, donc jusqu'à équilibre, lorsque l'équilibre est atteint. Ça veut dire que si vous avez une enceinte qui est isolée du monde extérieur, ce qui est très compliqué à réaliser, parce qu'on a toujours des échanges avec l'extérieur, même l'univers en fait, il n'est pas. Donc l'univers c'est le système le plus fermé qu'on connaît en fait. Parce que l'univers, si on suppose qu'il est fini, donc ça constitue un système fermé par excellence. Mais les systèmes fermés, c'est impossible à réaliser parce qu'il y a toujours des échanges avec ça. Mais on va imaginer qu'on a un système fermé. Donc à l'intérieur, le système il va croître son entropie jusqu'à atteindre l'équilibre. Donc on peut faire l'analogie avec, par exemple, en mécanique. Donc on pourrait dire que S joue le rôle d'un potentiel thermodynamique qui présente un minimum ou un maximum thermodynamique. Alors maintenant, on va donner, donc grâce à cet énoncé, on va reformuler et on va donner une définition plus générale de la température. Donc on va donner une définition plus générale de la température. Donc on a supposé que l'entropie est une fonction d'état et qui est indépendante de la transformation. Donc par définition une fonction d'état. Donc par exemple si on a un état initial et ici on a un état final, donc par définition la fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi et dépend tout simplement donc delta x est égal, ou plutôt je vais l'appeler delta S puisque c'est une fonction d'état, est égal tout simplement à SF moins SI. Donc il ne dépend pas du chemin suivi, peu importe le chemin qu'on a pris pour atteindre l'équilibre. Donc on va prendre par exemple un chemin réversible, donc puisqu'il ne dépend pas du chemin suivi, donc on va choisir un chemin, donc le chemin rouge ici c'est un chemin réversible. Et dans ce cas-là, on va imaginer par exemple que on a plusieurs états. Donc, par définition, un chemin réversible, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'états entre l'état initial et l'état final, on va l'appeler des micro-états, et on a un équilibre successif le long de ce processus. Donc la variation élémentaire de l'énergie interne est égale à donc l'échange de chaleur, donc delta Q, ici on a pris un chemin réversible, moins le travail, donc moins PdV, et on va rajouter d'autres travaux, par exemple Y dx, c'est un travail autre que le travail de la pression. Par exemple, ça peut être un travail électrique, chimique, etc. Donc S est égal, ou ds est égal à delta Q réversible sur la température par la définition, donc la définition de Prigogine. Donc S créé est égal à 0 puisque la transformation est réversible, et donc il reste que S échangé qui est égal à delta Q sur T extérieur. Donc j'ai enlevé la parenthèse puisque là j'ai une différentielle totale. Donc on va remplacer ça dans la variation de l'énergie interne et on trouve que ds, donc a priori c'est une fonction qui dépend de l'énergie interne, du volume et de x, donc de cette variation
dans le travail autre que le travail de la pression. Donc on aura d de u sur t plus p sur t dv moins y sur t dx. La différentielle totale, c'est donc d'une fonction qui dépend de uvx, donc c'est delta s dans la dérivée partielle par rapport à la première variable à vx fixé, du, plus d de s sur d de v à ux fixé, d de v, plus d de s sur... Donc je vais... d de s sur d de x à u v fixé d de x. Et donc par identification, on peut donc prendre par exemple le terme avec la température. Donc on peut prendre celui-là. Donc ça veut dire que 1 sur t d de u est égal à d de s sur d de u à vx fixé d de u. Donc en simplifiant par d de u, on trouve que la définition de la température, c'est tout simplement la dérivée partielle de l'entropie par rapport à l'énergie interne à volume et x fixé. Donc si l'on sait comment l'entropie varie avec l'énergie interne d'un système, son volume et les autres variables extensives, par exemple comme x ou v, donc on peut calculer la température du système. Donc ici on a trouvé un autre moyen pour calculer la température du système en connaissant tout simplement l'entropie et l'énergie interne. Alors maintenant on va voir une autre conséquence de cet énoncé. Parce que par exemple lorsque vous prenez deux enceintes donc séparées par une cloison diabatique, on va supposer que par exemple donc le côté gauche est plus chaud que le côté droit. Donc lorsque vous ouvrez la cloison, en fait, par définition, donc même chez le public des non-physiciens, ils savent que la température elle se propage. Non, c'est un terme qui est faux, parce que la température ne se propage pas. La température, c'est une grandeur statistique. C'est plutôt la chaleur qui s'échange. Donc on va dire que la chaleur passe du côté chaud vers le côté froid. Et donc pour expliquer ça, c'est seulement l'entropie qui peut expliquer ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'énoncé de Clausius. Donc on va voir la deuxième conséquence. Donc on va prendre l'exemple suivant. Donc ici on a une paroi qui est adiabatique ou diathermale. Donc une paroi diatherme. Et ici on a un système A et là un système 2. Donc le système A il est à la pression P1, à la température T1 et le volume V1. Et le système 2 il est à la pression P2, T2 et V2. Alors maintenant on va traiter ce problème en utilisant tout simplement deux fonctions d'état, donc l'énergie interne U et l'entropie S. Puisque l'énergie interne est additive et extensive, donc ça veut dire que l'énergie interne totale est égale à U1 plus U2. Pareil pour S, donc S est égal à S1 plus S2. Avec S1 c'est l'entropie du système 1 et S2 c'est l'entropie du système du deuxième système. Donc S est égal à S1. SA c'est une fonction d'état qui dépend de trois variables, qui dépend de U1, V1 et X1. Donc X1 ici c'est une grandeur autre que les grandeurs par exemple pression, plus S2, U2, V2, X2. On va faire varier le ds. Donc ds est égal à ds1 sur du1 à v1 x1 fixé du1 plus ds2 sur du2 à v2 x2 fixé du2. Et donc, d'après l'énoncé de Prigogine,
l'entropie du système, il ne fait que croître. Puisqu'on a un système, donc le système global 1 et 2, c'est un système qui est isolé de l'extérieur. Donc ça veut dire que son entropie ne fait que augmenter. Or, l'énergie à l'intérieur, donc l'énergie intérieure interne est conservée. Donc ça veut dire que dU1 plus dU2 est égal à 0, donc dU1 est égal à moins dU2. En utilisant la définition de la température qui est juste là, donc D de S sur D de U à volume X fixé est égal à 1 sur T. On aura que D de S1 sur D de U1 avait un X1 fixé, donc ça c'est la température du système 1 à la gauche, et D de S2 sur D de U2 à volume, donc V de X2 constant, c'est 1 sur T2. Donc lorsqu'on remplace ça dans cette expression, on trouve que D de S est égal. Donc DU1 est égal à moins DU2, donc on peut factoriser par D de U1, et on remplace DS1, DE1 par 1 sur T1, moins 1 sur T2. Or, cette quantité elle est toujours supérieure ou égale à 0, puisque DU1 est positif, donc ça veut dire qu'on a 3 cas. Donc soit T1 est égal à T2, dans ce cas-là, D de S est égal à 0, donc on a une transformation réversible puisqu'on est à l'équilibre. Donc on n'a pas de variation d'entropie. Donc ça c'est le premier cas. On a le deuxième cas, si la température 1 dans le système A est supérieure à la température. Donc pour vérifier cette égalité, cette inégalité, et donc il faut que DU1 soit négatif pour avoir DU1 fois 1 sur T1 moins 1 sur T2 supérieur ou égal à 0. Et donc cela signifie que la variation de l'énergie interne du système 1 est négative, signifie que donc le système 1 perd de l'énergie. Donc il perd de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il va donner son énergie au deuxième système. Et le troisième cas, c'est la température T1 est inférieure à T2, donc c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le système 2 qui perd de l'énergie. Et donc là, on vient de trouver l'énoncé de Clausius. Et l'énoncé de Clausius est le suivant. Donc tout transfert thermique s'établit spontanément des zones chaudes vers les zones froides. Donc la chaleur se propage des zones chaudes vers les zones froides. Et ça, on ne peut pas l'expliquer sans l'entropie. Donc voilà la deuxième conséquence de l'énoncé de cette fonction, donc l'entropie. Alors maintenant, on va voir quelques types de transformations. Donc par exemple, on va prendre là une transformation monobar. D'un système constitué d'une seule phase, donc monophasé. Et dans cette transformation, on va supposer qu'on a donc un corps monophasé de masse m et qui est défini ou décrit par deux variables d'état, donc sa pression, son volume, ou plutôt trois variables, et la température. Donc on va essayer de chauffer ce corps. Donc lorsqu'on le chauffe, en fait, on va augmenter sa température à pression constante, puisque monobar signifie que la pression reste constante. Donc on peut voir ça dans un schéma, donc ça c'est l'état initial, donc on va appeler état initial, là état final. Donc lorsqu'on passe de l'état initial à l'état final, donc l'état initial on a P0, V0, T0, et l'état final P1, V1 et T1. Donc transformation monobar signifie que P0 est égal à P1. Et on a aussi une transformation qui est isobar et réversible.
Donc on va supposer que l'isobar est réversible. Dans ce cas-là, on va appliquer les deux principes de la thermodynamique. Donc le premier principe, c'est la variation de l'énergie interne. Donc la variation de l'énergie interne, c'est delta Q réversible moins le travail, donc TdV. Et le deuxième principe de la thermodynamique, donc c'est delta Q réversible sur T plus S créé. Donc ici, c'est 0 puisque on a pris un chemin réversible. Comme on l'a vu dans le premier principe de la thermodynamique, lorsqu'on a une transformation réversible, donc la chaleur échangée ne dépend que de la température et à pression constante, on peut introduire la capacité thermique isobar, donc MCP dt. Donc delta S, en intégrant la deuxième équation, est égal à l'intégrale de MCP dt sur T. Et donc après intégration, on aura MCP log de la température finale, donc c'est T1, sur la température initiale, c'est T0. Et donc ça veut dire que l'entropie augmente si la température augmente, puisque ce terme-là, il est positif, car T1 est supérieur à T0. D'ailleurs, l'entropie, donc lorsqu'on chauffe un système, son entropie augmente. Mais lorsqu'on le refroidit, c'est l'inverse. Donc l'entropie diminue. Donc delta S, il sera négatif dans ce cas-là. Donc un exemple d'application de cette loi, c'est par exemple lorsqu'on mélange par exemple 100 grammes d'eau qui a 20 degrés Celsius et on le mélange avec par exemple 100 grammes d'eau, donc la même masse, mais à une température différente, c'est 40 degrés Celsius. Et donc on doit trouver la température finale à l'équilibre de ce mélange. Pour répondre à cette question, on va tout simplement utiliser l'enthalpie, puisque la transformation ou le mélange d'eau subit une évolution adiabatique. Donc ici, on a une transformation adiabatique plus monobar, puisqu'on n'a pas varié la pression. Et donc, on va introduire l'enthalpie, H. Donc, on va transformer U en H, puisque on a une transformation adiabatique et surtout monobar. Donc, delta H du système total, puisqu'il est conservé, donc est égal à 0, est égal à H. Delta H1 plus delta H2. La transformation adiabatique monobar, donc delta H1, c'est MCP fois delta T1 plus MCP fois delta T2. Donc MCP delta T1, bah, c'est la variation entre la température finale moins la température initiale, donc c'est 20 degrés Celsius, plus MCP T final, donc les deux ils vont être à la même température à l'état final, moins T2, donc T2 c'est la température de deuxième, donc du mélange à 40 degrés Celsius, est égal à 0. Et donc lorsqu'on résout donc cette équation, l'inconnu ici c'est TF, ben on trouve que TF est égal à 1 demi T1 plus T2, donc on a 30 degrés Celsius. Donc la température du mélange à l'équilibre, c'est 30 degrés Celsius. Alors calculons maintenant la variation de l'entropie. Et pour calculer la variation de l'entropie, donc delta S, alors maintenant on va décomposer la variation de l'entropie en ses constituants. Donc on a la variation d'entropie du premier système plus la variation d'entropie du deuxième système. Pour une transformation adiabatique monobar, on va utiliser tout simplement l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure, donc MCP log de T1 sur T0. Donc delta S est égal à MCP, donc puisque c'est les mêmes capacités caloriques et même masse, donc MCP on factorise avec. Delta S1, c'est donc le log de T final sur la température T0, plus
log de T final sur la température T1. Et on trouve, donc delta S est égal à MCP log de TF au carré sur T0 T1. C'est une grandeur qui est positive strictement, puisque la température ici ne peut pas valoir 0, puisque TF au carré est supérieur à T0 et T1. Alors, donc ça veut dire qu'on a une augmentation de l'entropie. Donc maintenant, lorsqu'on calcule delta S, donc ici j'ai dit que c'était réversible, mais en fait c'est pas du tout réversible, car on a trouvé un delta S qui est positif. Or, d'après l'énoncé de la deuxième loi de la thermodynamique, delta S c'est S échangé plus S créé. Donc est égal à MCP log de TF au carré sur T0 T1 qui est supérieur strictement à 0. Donc cette transformation crée de l'entropie, elle est donc irréversible. Donc ici on a un exemple de transformation irréversible. Donc l'opération inverse est impossible. Donc l'opération donc que la chaleur passe du côté froid vers le côté chaud est un processus qui est impossible. Très bien. Alors maintenant, on va voir la notion du thermostat, ou le contact, donc un système en contact avec un thermostat. Alors d'abord, rappelons qu'est-ce qu'un thermostat. Donc le thermostat est un système qui est fermé et qui ne peut pas échanger de l'énergie avec le système sans variation de température. Par exemple, l'océan est un thermostat pour un poisson, par exemple. Donc les poissons, ils vont pas, pour une courte durée, ils vont pas varier la température de l'océan. Donc un exemple de thermostat est l'océan. Donc on va appeler S0 l'entropie du thermostat, et U0, c'est son énergie interne. Dans ce cas-là, la variation de l'entropie, donc ds0, est égale à d de U0 sur T0. Donc d'après l'identité thermodynamique qu'on a trouvée dans le début de ce cours. Donc cette identité thermodynamique. Donc vu que la température du thermostat, donc la température du thermostat elle est fixe, il ne varie pas, d'où le nom thermostat. Dans ce cas-là, on peut intégrer donc delta S0 est égal à delta U0 sur T0. Donc dans l'expression de la variation d'énergie interne d'un thermostat, on voit l'absence des termes de travaux. Donc ça veut dire que le thermostat ne peut échanger que de l'énergie thermique, donc ce qui explique l'absence des travaux dans cette expression. Alors maintenant, on va imaginer un système S qui est plongé dans un thermostat par exemple, et ce thermostat a une température T0. Donc le système S va échanger une énergie, une chaleur Q avec le système, avec le thermostat. Donc ça veut dire que delta U0 est égal à moins Q. Alors maintenant, le thermostat voit son entropie augmenter de delta S0 qui est égal à delta U0 sur T0, donc c'est moins Q sur T0. Donc ça, c'est la variation de l'entropie du thermostat. Alors maintenant, quant au système S, son entropie va varier de delta S, qui est égal à l'intégrale de Q, delta Q sur la température de l'extérieur, donc la température du thermostat, plus l'entropie créée. Et ce qui nous donne donc Q sur T0 plus S créé. Donc ici, l'entropie échangée, c'est l'entropie qui est donc la variation de l'entropie de thermostat. Donc cette différence va être gagnée par le système. Donc c'est pour ça que si on fait la somme des deux, on trouve 0. Or, donc on remarque que ce delta S du système est positif. Donc ça veut dire que
le système va augmenter son entropie plus que delta S0. Donc voilà l'entropie d'un thermostat. Maintenant, on va voir l'entropie d'un gaz parfait. Alors un petit rappel de qu'est-ce qu'un gaz parfait. Donc un gaz parfait, c'est un assemblage de points matériels qui ne réagissent pas entre eux, donc il n'y a aucune interaction entre ces points matériels. Et on va négliger aussi la dimension de ces points. Donc c'est vraiment des points matériels qui n'ont pas de dimension. Donc ce qui simplifie l'étude. Donc on va prendre un gaz parfait qui va subir une transformation réversible. Donc une transformation réversible et élémentaire. Donc ça veut dire qu'à l'état initial, on va avoir les paramètres suivants, donc la pression, le volume, la température et la quantité de matière. Donc ça c'est l'état initial. Et à l'état final, on va avoir P plus dP, V plus dV, T plus dt. Et on va supposer que N ne varie pas. Donc on a conservation de matière, de la quantité de matière. On va choisir la température et le volume comme des variables intensives indépendantes. Et donc l'entropie sera une fonction d'état qui dépend que de la température et du volume. On va appliquer le premier principe sur ce gaz. Donc le premier principe, la variation de l'énergie interne est égale à delta Q réversible, donc la transformation est réversible, moins le travail, donc moins P dV. Puisque c'est un gaz parfait, donc on a le droit d'utiliser l'équation PV est égale à nRT. Et donc moins P dV, c'est la même chose que moins delta Q réversible, moins RT. Donc ça, c'est le premier principe de la thermodynamique. En appliquant le deuxième principe de la thermodynamique, donc la variation de l'entropie pour une transformation réversible, c'est delta Q réversible sur la température. Et donc, on en déduit que ds est égal, donc on va isoler le delta Q réversible, donc ce qui va nous donner d de U sur T plus R dV sur V. Alors on va travailler avec des quantités molaires pour se débarrasser de la quantité de matière, donc pour ne pas écrire. Donc on va prendre que des quantités molaires, parce qu'en fait il y a un N qui va apparaître ici que je l'ai pas, donc normalement ici c'est moins nRT, mais si on prend des quantités molaires, donc une quantité molaire SM, c'est juste la quantité normale sur la quantité de matière. Vm pareil, V sur N, et UM, donc c'est U sur N. Donc là on a D de UM, SM, et là c'est D de Vm sur M. Pour un gaz parfait, l'énergie interne, donc comme on le sait, l'énergie interne ne dépend pas de la température. Et donc sa variation s'écrit d de UM est égal à CV molaire dt. Donc en utilisant la relation de Mayer, CVM c'est R sur gamma moins 1. Donc R c'est la constante des gaz parfaits et gamma c'est le coefficient des gaz, donc qui vaut à peu près 1,4. En remplaçant ça dans le DSM, donc on trouve R sur gamma moins 1 d de T sur T plus R d de Vm sur Vm. Et finalement on intègre, donc on va faire l'hypothèse que le gaz parfait présente donc un facteur gamma qui est constant. Et lorsqu'on intègre, on trouve Sm est égal à une constante S0 plus R facteur de 1 sur gamma moins 1, donc log de T sur T0, donc on intègre entre l'état initial et l'état final. Donc l'état initial, on avait une température T0, plus l'intégrale de dVm sur M, donc c'est log de V sur V0. Alors maintenant, on va multiplier le tout fois N pour avoir, donc normalement c'est SM0, et si on multiplie le tout fois N, donc on peut enlever l'indice M pour passer de l'entropie molaire à l'entropie normale.
Donc voici l'entropie d'un gaz parfait. Très bien, donc voilà pour ce cours. J'espère que c'était utile pour vous. Merci pour votre attention et au revoir.